Non? Pas de questions? Bravo. Je vous remercie bien. Eh bien, on va écouter... Merci Nicolas. Merci Nicolas. On va écouter Antoine Fex, donc, qui était avec moi le régulateur de cette séance, que j'espère vous avez trouvée passionnante, sur finalement l'acte chirurgical le plus fréquent encore aujourd'hui dans le domaine du traitement de la dysfonction érectile. Qu'en est-il des implants péniens en 2023? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation? Bien, mesdames et messieurs les académiciennes et les académiciens, un grand merci à Ronald Virac d'avoir organisé cette session et puis de marier un petit peu les médecins et les chirurgiens vasculaires avec les urologues. Grand merci aussi d'être à côté de François Richard, grand président de l'Association française d'urologie. Et puis je remercie aussi, là, je le vois devant, Bertrand Doré, parce que grâce à lui, j'ai décidé de faire de l'urologie quand j'étais en 4e médecine à Poitiers avec Jacques Aubert, donc ça ne rajeunit pas, mais si je suis là, c'est grâce à Bertrand. Donc moi, on m'a demandé de parler un petit peu du bilan des implants péniens et puis un petit peu du registre et des quotas. 50 ans. L'implant pénien gonflable a 50 ans cette année. Brantley Scott, Bradley, Tim ont publié. Alors c'était un système un petit peu différent d'aujourd'hui, bien évidemment. Il y avait 2 pompes, une pour chaque cylindre, un seul réservoir. Il a disparu trop tôt pour pouvoir continuer et publier. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là ? Pour publier, mais c'est celui qui a vraiment été le père de l'implant pénien gonflable moderne. Alors, est-ce qu'on a une idée un petit peu du nombre d'implants qu'il y a en France? Alors, il y a ce papier publié dans Progrès entre 2006 et 2013 qui montrait, vous voyez, qu'entre 2006 et 2013, il y a une très nette augmentation des prothèses gonflables, avec composantes extracaverneuses, alors qu'il y a une stagnation des prothèses et des implants malléables. Alors, sans composantes extracaverneuses, sont des prothèses qui n'existent plus à l'heure actuelle. Donc, on voit qu'il y avait quand même une évolution qui passait de 300 à un petit peu plus de 600. Aujourd'hui, on en est où? Alors, au congrès d'urologie qui va avoir lieu la semaine prochaine, il va y avoir les données du PMSI entre 2016 et 2021 qui vont être publiées, où il y a eu 3863 implants péniens qui ont été implantés en France, ce qui correspond à peu près à une moyenne de 750 par an, parce qu'il y a eu l'année Covid où pratiquement il y a eu très très peu d'implants péniens et qui a fait chuter la moyenne. Si on se compare un petit peu par rapport aux autres pays, aux US, c'est 20 000 par an, donc il y a par rapport à la population beaucoup plus d'implants péniens, une prise en charge qui est différente. En Europe, on est numéro 2 en nombre, c'est les Allemands qui sont en premier. Et puis après, il y a des disparités énormes. Vous voyez par exemple la Belgique et la Suisse, tous les deux ont 9-10 millions d'habitants. En Belgique, il y a 350 implants péniens, en Suisse, il y en a 25. Alors bien évidemment, il y a des histoires de remboursement. En Belgique, que l'implant est partiellement remboursé. En Suisse, il ne l'est pas du tout. Mais il y a également la formation des chirurgiens, et selon les pays, c'est extrêmement variable. On a la chance en France quand même que le matériel, qui coûte 3 000 €, comme vous l'avez dit tout à l'heure Nicolas, est pris en charge par la sécurité sociale, que ça soit en public ou en privé. Si on voit un petit peu l'évolution entre 2006 et 2013, vous voyez que en bleu c'est le public. Vous voyez qu'il y a une inversion. Pourquoi il y avait très peu d'implants en public? Parce qu'on était à ce moment-là un budget global, et que quand c'était un budget global dans les services d'urologie, entre le matériel, les gigies et tout ce que vous aviez à faire et les implants péniens ou les sphincters artificiels, on choisissait bien évidemment de privilégier le sphincter artificiel. Et puis quand on est passé à la T2A, il y a eu un rééquilibrage à ce moment-là vers le secteur public. Aujourd'hui, il y a plus d'implants péniens mis en secteur public, 55% en 2021. Contre 45% en privé, mais globalement c'est équilibré parce que le remboursement, à la différence d'autres pays européens, par exemple en Espagne, vous allez en public, ou en Angleterre, l'implant pénien est strictement pris en charge à 100%, alors qu'il vous coûte entre 20 à 30 000 €, 15 à 30 000 € selon les pays, quand vous êtes en secteur public, où là rien n'est pris en charge.
Après, sur les chirurgiens, alors ça c'est sur l'étude entre 2006 et 2013, vous voyez qu'il y a aussi la notion de région. Alors, vous voyez à gauche l'Île-de-France, le Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes. En fin de compte, ça correspond à quelques experts qui en mettaient bien évidemment beaucoup plus que les autres. Et à droite, vous voyez sur la répartition des prothèses. Et on s'aperçoit que les implanteurs qui font le plus d'implants, c'est-à-dire qui en mettent plus de 20, eh bien, ils sont que 3%. Et que pratiquement les 2 tiers des chirurgiens qui mettent des implants, en tout cas entre la période entre 2006 et 2013, on mettait qu'à 1-2. Donc ça, cette tendance-là, elle est en train de disparaître. C'est-à-dire que le 1-2 va disparaître avec une génération d'urologues, parce que les jeunes générations, ce sera 0 ou au moins un nombre minimal. On se tend vers cela. Et les chirurgiens urologues qui sont dans cette salle savent très bien que 1-2, notamment sur des cas compliqués, ça peut être un petit peu plus difficile. Il y a ce papier publié en Angleterre sur un petit peu savoir si c'est une chirurgie expertale en urologie. Bon, pareil qu'en France, il y a, vous voyez, 2 urologues qui mettaient pratiquement 50 implants péniens, alors très peu qui en mettaient, et beaucoup plus d'urologues qui en mettaient beaucoup moins. Et sur le degré de complication, selon le nombre de procédures. Vous voyez que les complications sont relativement stables, même si vous en mettiez peu. Mais la seule chose, c'est que c'est biaisé. C'est biaisé parce que si vous êtes un expert, vous prenez les cas compliqués, vous prenez les reprises, vous prenez les cas où il faut associer à certains gestes, et finalement, le taux de complication s'est équilibré. Donc, c'était une fausse idée de croire que quel que soit le nombre d'implantations, vous aviez le même taux de complication parce que c'était pas les mêmes patients. Donc, là, quand on est un chirurgien expérimenté, forcément, on sélectionne des cas complexes et je vois moi très bien au début où j'avais quelques complications, puis après j'en avais beaucoup moins, puis à partir du moment où on a une expertise, de nouveau, on a un taux de complication qui augmente parce que les cas sont moins simples. Ça, c'est un papier sur l'État de New York, sur le ratio entre les implants péniens gonflables et malléables. Entre parenthèses, vous voyez que dans le simple État de New York, ils en mettent plus de 1000, donc plus que nous en France, simplement dans cet État. Et vous voyez que entre 2000 et 2014, il y a eu de moins en moins d'implants péniens malléables, pour arriver à peu près 10%. En France, on est à peu près à 15 à 18% d'implants péniens malléables. Il faut savoir que dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient, c'est totalement l'inverse. C'est 80% d'implants malléables pour très peu d'implants péniens gonflables, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est un problème de coût. Les patients payent, et bien évidemment, l'implant pénien malléable est beaucoup moins cher que l'implant pénien gonflable, puis il y a un risque de complications, un risque de panne, il peut être une moindre gêne esthétique d'avoir un implant qui est toujours en semi-érection. La learning curve sur l'implant pénien, alors il y a ce papier sur un jeune urologue avec un mentor qui estimait que le taux de complications diminuait réellement à partir d'une vingtaine d'implants. Donc je pense que c'est à peu près ce qu'il y a également dans une autre étude anglaise. Il faut avoir bien évidemment un minimum d'expertise. Néanmoins, la learning curve est pas énorme. Il y a cependant quand même des cas complexes au fur et à mesure, notamment dans les reprises, quand c'est associé à des greffons, notamment dans la maladie de la Peyronie, en post-priapisme, où des primo-implantations sont bien évidemment beaucoup plus complexes. Là aussi, ce papier sur les implanteurs, les low volume implanteurs et puis ceux qui avaient beaucoup d'implants, on s'aperçoit à droite que dans les implanteurs à haut volume, qu'ils avaient un choix d'implants beaucoup plus vaste, alors que ceux qui commençaient leur implantation, ou qui avaient une expérience plus faible, finalement se limitaient à un type d'implant. Alors ceux qui mettent beaucoup d'implants péniens, finalement on choisit l'implant, on sait un petit peu les caractéristiques selon les manufactures et on met peut-être un type d'implant d'une telle marque pour certains types de verges, certaines tailles ou certaines indications, notamment quand il y a une maladie de la Peyronie, et finalement on va choisir. Donc ça aussi, le choix de l'implant, même s'il n'y a pas du tout de littérature qui compare, le choix de l'implant est important et fait que les chirurgiens expérimentés choisissent peut-être un petit peu mieux le matériel qu'ils vont implanter. Alors la question aussi qu'on va poser, c'est est-ce qu'il faut un registre ?
Alors, évidemment, il fait l'évaluation des pratiques dans l'implant pénien. Vous avez vu tout à l'heure, en 2013, on était à 62% d'implanteurs qui en mettaient une à deux par an, alors que très peu de chirurgiens expérimentés en mettaient plus de 20. 20, ça paraît pas beaucoup, hein, quand on voit le nombre de prostatectomies, par exemple, que peut faire un urologue spécialisé en oncologie ou d'autres interventions urologiques. L'interrogation, c'est la disparité entre les centres. Et c'est vrai que moi, j'avais été marqué il y a quelques années par un papier présenté au Congrès, en abstract, qui n'avait jamais été publié, où il y avait une grande disparité de complications, et on arrivait à entre 20 et 25% de sepsis dans les centres qui étaient peu expérimentés. Quand j'étais responsable du comité d'andrologie de médecine sexuelle de l'Association française d'urologie, et que je m'étais posé la question du registre, je dois dire que ça m'avait fait peur, parce que je me disais, on va prouver un taux de complications, enfin, on va montrer un taux de complications important quand on sait ce que peuvent faire les journalistes parfois de chiffres. On l'a vu récemment quand même avec les bandelettes urinaires, et voir ce qui se passe. J'avais peur à l'époque que l'on montre trop tôt le fait que 1 à 2% de complications en primo-implantation pour les chirurgiens expérimentés dans les cas simples, qu'on arrive à 20%, que ça soit mal interprété. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de registres existants? Je vais vous montrer ça. Bon, finalement, je crois qu'aujourd'hui, en 2023, je suis plus du tout frileux pour des registres, et notamment parce qu'il y en a qui se mettent en place, et je vais vous montrer pourquoi. Parce que je pense que justement, il y a de plus en plus de chirurgiens qui en font moyennement ou beaucoup, et pratiquement plus aucun qui en font très peu. Et puis dans des centres, bien sûr, de référence. Alors, il y a deux registres à l'heure actuelle. En haut à gauche, c'est le Proper, qui est un registre américain, et à droite, un registre italien, avec un papier qui avait comparé les deux. Alors, dans le registre américain, vous avez remarqué que la prostatectomie, il y a beaucoup de prostatectomies aux États-Unis, ça a été publié en 2021, c'était la première étiologie, l'abord était beaucoup plus souvent pénoscrotal qu'infrapubien, la primo-implantation 84%, la révision 13%, et le sauvetage pour sepsis 1%. La problématique, c'est que c'était financé par une seule firme qui fait les implants péniens, Boston, avec uniquement les implants Boston. Le deuxième registre, un registre italien, qui lui mettait tout type d'implants, et c'était surtout prostatectomie radicale et la péronie. Mais dans les deux registres, c'était des centres sélectionnés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les implanteurs occasionnels, je dirais, d'implants péniens, donc il y avait quand même une sélection pour les résultats. Il y a à l'heure actuelle un registre européen qui a été ouvert il y a 2 ans. La France commence à rentrer avec le centre de Lyon, avec Nicolas, avec moi également, et puis d'autres centres qui vont s'ouvrir, qui est prospectif sur tout type d'implant, avec un suivi de 10 ans sur patients et partenaires. Alors ça a pris de retard en France par rapport aux autres pays, parce qu'il y avait une traduction de certains questionnaires en français qui a pris un certain temps. Il se discute un registre français. Alors néanmoins, on est en train de discuter avec l'EAU qui est à l'origine de ce registre, pour pouvoir extraire la partie française et avoir un registre français de ce registre européen. Pour finir, dans le futur proche, pour vous donner un petit aperçu de ce qui pourrait se faire, on espère avoir l'implant parfait, celui qui a moins de panne, celui qui est plus facilement maniable, celui où on minimise les risques, notamment infectieux, qui pourrait améliorer la taille de la verge en érection. Alors, il y a un implant qui est à l'heure actuelle en développement, qui est activé par la chaleur, hein, qui n'est pas un système gonflable, à base de nickel et titanium, à mémoire de forme. Bon, pour l'instant, c'est encore un prototype. Ça a été publié en 2017, et pour l'instant, on n'entend parler de rien de plus. Donc, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui pour vous dire où ça en est. Après, il y a l'implant pénien connecté, c'est-à-dire que vous voyez à gauche, en bas sur cette vidéo, ça c'est l'implant pénien gonflable, c'est-à-dire que le patient va appuyer sur cette petite pompe qui va faire venir du liquide, du sérum physiologique, du réservoir dans les cylindres. Ça va prendre une trentaine de secondes. Vous voyez, ce n'est pas un système électronique. Donc la société Boston est en train de travailler sur un implant électronique qui pourrait se commander avec un téléphone, une montre, peut-être même à la voix, avec une phrase type qui serait préenregistrée. Bon, la seule chose pour être un consultant pour Boston, mais j'ai le droit de vous le dire, c'est que il faut une batterie pour recharger l'implant,
qui est à peu près de la taille d'un téléphone portable qu'il faut avoir sous la peau au niveau iliaque et qui doit être à moins de 2 cm pour pouvoir être rechargé grâce à une ceinture la nuit que vous portez pour charger, pour pouvoir le lendemain faire ce que vous avez à faire. Ce qui fait que bon, il y a quand même une miniaturisation qui pose pour l'instant encore problème. Et le système mécanique, à mon avis, pour les années à venir, a encore de beaux jours. Après, on pourrait imaginer même des implants carrément au niveau cérébraux. Alors, vous savez que une des sociétés Neuralink d'Elon Musk a même pensé à cette option. Voilà, je vous remercie. Et là, vous avez à droite un petit film vidéo. C'est un film vidéo que l'on montre aux patients, enfin que je montre aux patients pour leur montrer le principe de l'implant pénien. Parce que vous savez que maintenant, tous les patients, la moyenne d'un patient en France pour un implant pénien, c'est la soixantaine. Donc, ils vont tous voir sur Internet, ils vont tous voir des chirurgies. Donc, si on peut éviter, puis leur montrer quelque chose de plus soft, de plus pédagogique, je pense que c'est beaucoup mieux. Et normalement sur le site de l'Association française d'urologie pour aider les urologues à expliquer à leurs patients. Merci Antoine. Alors juste deux points sur le registre d'une part, parce que tu as très bien fait de poser la question. Pour les sphincters artificiels, j'avais mis au point à l'affût il y a 30 ans un registre qu'on avait fait, et d'ailleurs on avait même fait un club des implanteurs de sphincters artificiels qui a fonctionné pendant 30 ans, et puis après le sphincter s'étant développé, on l'a arrêté. Je connaissais bien Tim, le troisième, Bradley, Scott et Tim, et avec Tim on avait essayé d'améliorer le sphincter artificiel. Le problème c'était le ballon et la pompe, puisqu'on avait montré dans les études avec Jean-Marie Buzelin et Pierre Costa, puisqu'on était les 3 centres qui implantions le plus de sphincter artificiel, que la plupart des pannes étaient liées soit au ballon qui se perforait, soit à la pompe. Et pour le sphincter artificiel, on a réussi, puis avec Pierre Moser maintenant, on a déjà implanté des malades avec des sphincters artificiels totalement électroniques et qui n'ont plus ni de ballon ni de pompe. Donc les Français sont en avance par rapport aux Américains sur le plan de la technologie, et ça c'est un peu comme en chirurgie parfois aussi. Et donc je pense que les registres c'est typiquement quelque chose qui, pour les nouveaux types de prothèses d'érection qu'il peut y avoir, au niveau des remboursements de la CNAM, ça sera typique. Parce que d'abord les critères de jugement sont relativement aisés et peu nombreux à signaler. Et je pense que ça permet, en plus de ça, d'avoir des résultats rapides. Et tu prenais l'exemple des implants pour l'incontinence d'urine. Ça évitera les ennuis qu'on a eus, où les gens, et notamment les journalistes, ont complètement comparé et mélangé les implants pour prolapsus des implants pour incontinence, où il n'y avait pas du tout les mêmes implants, les mêmes volumes de produits, les mêmes complications, puisque moi j'avais fait une étude sur 230 000 malades opérés en France d'incontinence avec TVT, TOT à partir de la base du SNDS, et où on avait montré que les taux de complications des TVT, TOT étaient totalement différents de ceux des prothèses pour les prolapsus. Et donc c'est pour ça que les registres sont absolument indispensables. Et donc bravo pour ta présentation. Et puis donc l'avenir, c'est que l'électronique, ça va transformer après, les choses. Dans l'électronique aussi, il y a la problématique du RGPD. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, un patient avec un implant, on n'a aucune idée enfin, on a une idée, on leur pose la question, on leur fait remplir des scores. Mais on ne sait pas combien de temps ils utilisent leur implant. Là, on va tout savoir. On va savoir la durée, le nombre de rapports, le lieu. On va tout savoir. Donc, il va falloir également avoir une sécurité. C'est ça, la CNIL l'a accepté. Par rapport à Sphincter, on a les mictions sur... Oui, mais là, on n'est pas dans la miction, là. On est dans autre chose. Est-ce qu'il y a des questions sur ces problèmes d'implant Madame Audouin. Voilà, puis après, voilà, pour dire aussi, c'est que c'est maintenant une surspécialisation des jeunes urologues. Il y a de plus en plus de jeunes urologues qui s'intéressent
à l'urologie fonctionnelle, notamment à la médecine sexuelle, la chirurgie de la sexualité, alors que ma génération, et a fortiori celle d'avant, j'ai pas vu beaucoup d'implants à Poitiers quand j'étais étudiant en médecine. Merci à vous en tout cas. Je crois que c'est l'heure de conclure. On est dans les temps. Absolument. Je ne sais pas s'ils sont là. Alors, en quelques mots de conclusion, on a précisé des choses importantes aujourd'hui sur le pénis. Je crois qu'on a fait un assez bon tour d'horizon, en ce sens que on souhaitait avec Antoine faire le point sur les connaissances actuelles. Je crois que ça a été fait, et grâce aux commentaires de François aussi. Donc, je ne vais pas mettre de conclusion, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour progresser? Alors, j'ai une chose qui me tient à cœur, et que je vais répéter ici encore une fois, c'est l'anatomopathologie. On a une méconnaissance de ce qui se passe. Alors, on a beaucoup d'études sur le rat, sur le lapin, mais on n'a pas de connaissances sur ce que devient un pénis au fur et à mesure de son utilisation dans le temps. La deuxième chose sur laquelle je pense on doit progresser, on doit pouvoir progresser, c'est les causes neurologiques. En particulier, on voit beaucoup de jeunes, nous actuellement, quand je dis jeunes, c'est des sujets de moins de 40 ans, qui représentent à peu près, tu me contrediras si j'ai tort, à peu près un tiers de nos consultants, à peu près. Dans ce tiers-là, il y a beaucoup de patients chez qui on ne retrouve pas d'atteinte vasculaire. Alors on pourra toujours dire qu'ils sont psychologiques, pas d'atteinte endocrinienne. Et quand on fait une exploration électromyographique, on trouve des anomalies sur des troubles de conduction, des troubles sur les potentiels évoqués. On se demande toujours s'ils ne vont pas faire une sclérose en plaques dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent. Et on ne tient pas... J'ai regardé la littérature, elle est extrêmement pauvre, la littérature mondiale sur le sujet. D'autre part, il faut préciser, et je vais pas revenir dessus parce que François m'a prouvé là-dessus, sur les indications de la médecine régénérative, que ce soit pour la maladie de la Peyronie, que ce soit pour la dysfonction érectile elle-même, en médecine d'accompagnement ou en médecine isolée, il faut qu'on ait des critères extrêmement précis d'évaluation, il faut qu'on ait les mêmes même si ce sont des firmes différentes, mais des kits qui injectent la même quantité de produits, il y a des appareils aujourd'hui qui sont accessibles par des centres comme le nôtre ou comme celui d'Antoine et d'autres existants, qui permettent de mesurer la qualité du sang qu'on injecte. Parce que les résultats vont être tout à fait différents suivant qu'un malade donne 300 000 plaquettes ou 3 millions. Donc il va falloir que tout ça soit réglementé. C'est pour ça qu'on va s'adresser à François pour transmettre la bonne parole. Et donc ça, je crois que c'est très important. Et ça revient à la conclusion en blanc qui est là, c'est travailler ensemble sur la reconnaissance des troubles érectiles comme problème de santé publique. 30% de la population, tous âges confondus. Si ce n'est pas un problème de santé publique, moi, je ne m'y connais pas. Voilà.
Je vous remercie en tout cas, et Antoine aussi, si tu veux rajouter un mot. Je rajouterais peut-être aussi, tu disais pour progresser dans la patte, mais pour progresser, c'est aussi des médecins vasculaires ou des radiologues, enfin des gens, tu parlais du Doppler, mais je pense que pour qu'on progresse vraiment, pour essayer d'un petit peu mieux serrer les indications potentielles, notamment vasculaires, la vraie difficulté, c'est l'accès à des médecins vasculaires ou des radiologues de qualité intéressés par le domaine. Alors, en ce qui concerne les médecins vasculaires, la Société de phlébologie française nous a fait l'honneur d'un cadeau il y a 1 an et demi à peu près, où nous avons publié exactement toute notre façon de procéder et tous les scores que nous avons établis, qui sont accessibles à tous les médecins vasculaires. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette séance qui a été très intéressante, très passionnante. À l'Académie de chirurgie, même quand le président n'est pas là, le secrétaire n'est pas là, comme il y a les anciens présidents, ils sont toujours là pour remplacer au cas où, ce qui fait il y a toujours un président qui préside les sessions d'Académie de chirurgie. Et merci de votre présence et de vos nombreuses questions, et à la semaine prochaine. Au revoir.